Mes amis, depuis Lampedusa, où je fais un reportage, je continue comme notre série Chronique de la royauté avec Yves-Marie Adeline. Je sais que Yves-Marie a son public qui le suit et avec impatience, qui adore entendre parler de cette histoire. On le redit, ce n'est pas, ces chroniques ne sont pas un moment militant en faveur de la monarchie. En revanche, Yves-Marie ne cache pas ses attaches avec la monarchie. Vous êtes président d'un parti royaliste, d'ailleurs, je crois, Yves-Marie, Non, non? non, non, c'est une vieille histoire qui a pris fin en 2008. Nous sommes en 2024. Mais c'est Ah vrai que bon? j'ai eu un parcours, oui, j'ai eu un parcours de candidat royaliste à plusieurs élections, les européennes de 2004, pardon, la présidentielle où j'ai essayé de faire un tour de piste en 2007, et 2008, les municipales, et je me suis arrêté là parce que ça ne marchait pas très bien. C'est le Curieusement. Mais on ne voit pas pourquoi il y a un parti royaliste alors que nous vivons en monarchie. Monarchie républicaine, certes, mais en monarchie. Ah oui, mais n'est pas royaliste qui veut. Le roi et la monarchie, c'est pas tout à fait bon. Oui, c'est une monarchie républicaine, c'est la solution gaullienne, effectivement. Mais on voit bien Pour comment la ceux, Cinquième République se délite parce que justement, il n'y a pas de continuité dynastique. Voilà. alors donc pour ceux qui veulent retrouver, comprendre les private jokes que nous venons de faire, ne manquez pas les entretiens que j'ai déjà fait avec Yves-Marie, à la fois sur les relations entre De Gaulle et le comte de Paris, mais aussi sur Maurras, sur Maurice Barrès, qui sont des explications de ce qu'a fait De Gaulle et de ce qu'est la Ve République. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est la querelle du drapeau, parce que je lis énormément de commentaires de gens qui me disent « Ah, vous êtes franc-maçon », alors je ne le suis plus, enfin bon, vous êtes franc-maçon, je ne renie rien de l'intérêt de la maçonnerie, et c'est à cause des francs-maçons qui ont organisé ce vaste complot qu'est la Révolution que la monarchie a disparu. Et je trouve que ce dont nous allons parler aujourd'hui, qui est la querelle du drapeau, permet de réexpliquer que si la monarchie n'est pas revenue en France en 1870 à l'effondrement du Second Empire, c'est d'abord parce que les héritiers de la couronne n'ont pas voulu de reprendre cette couronne. Est-ce que vous pouvez, Yves-Marie, expliquer, commenter, et évidemment nuancer, critiquer, modérer ce que je viens de dire? Est-ce que vous pouvez redire ce qu'on appelle historiquement la querelle du drapeau? Alors, après la chute de Napoléon III, Donc c'est en la France 1870. 70 et la France est en guerre contre l'ensemble des pays allemands, hein, la Prusse à laquelle se sont joints tous les autres pays d'Allemagne, et c'est ce qui va faire naître d'ailleurs cette Allemagne fédérale que nous connaissons, l'Empire allemand, qui sera proclamé à Versailles pour humilier les Français. Les Allemands ont choisi la galerie des glaces de Versailles, qui était le symbole de la puissance perdue de la France. Et il se trouve que la France étant vaincue, elle a même connu un épisode grave qui est révolutionnaire, qui est la Commune de Paris. Et Bismarck, qui est le chancelier d'Allemagne, tient absolument à passer un accord avec des autorités légitimes de la France, du nouvel État. Alors évidemment, ça n'est plus le Second Empire, c'est un gouvernement provisoire, on ne sait pas trop ce que ça va devenir. Et donc, il exige que, disons, les révolutionnaires organisent, alors les modérés, on va dire, autour de Thiers, organisent des élections législatives. Et ces élections législatives voient triompher les royalistes. En fait, ça fait longtemps que, évidemment, ça faisait 20 ans, un peu plus, 22 ans il n'y avait plus de royauté. Louis-Philippe avait été renversé en 1848. Et puis, nous ferons une séquence la semaine prochaine sur l'effondrement de la monarchie de Juillet, comme on l'a appelé, en 1848. Oui. Et donc, là, on voit revenir en force les royalistes au Palais Bourbon, ce qui montre bien d'ailleurs que Paris n'était pas la France. Paris, c'était Paris, c'est pourtant à Paris que se faisaient toutes les révolutions, mais la province ne suivait pas, et la province n'était pas du tout républicaine comme le croyaient les Parisiens. Donc, on arrive avec une énorme majorité de royalistes, mais
ces royalistes sont divisés en deux camps. Il y a une toute petite majorité d'orléanistes, c'est-à-dire de gens qui se réclament de la monarchie de Louis-Philippe, cette monarchie de Juillet que vous venez d'évoquer. Et puis, il y a une très grosse minorité de légitimistes, c'est-à-dire de gens qui se réclament du comte de Chambord, le petit-fils de Charles X qui avait été renversé en 1830. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le roi que l'on replace sur le trône? Parce qu'à ce moment-là, il est évident que la monarchie va revenir, forcément, puisque les royalistes sont extrêmement majoritaires à l'Assemblée. Les républicains se sont effondrés et il y a un parti bonapartiste qui n'est pas très brillant, qui est encore moins brillant, bien sûr, puisque Napoléon III vient de s'écrouler. Et la situation est la suivante. Il y a le comte de Chambord, qui est l'aîné des Bourbons de France, on va dire, mais qui n'a pas d'enfant. Et après lui, il n'y a personne. Donc, il n'y a plus de branche française des Bourbons. Tandis que, en face de lui, le prétendant qui se réclamerait de Louis-Philippe, qui est le petit-fils, lui, de Louis-Philippe, qui s'appelle d'ailleurs Louis-Philippe, qui se donne du Louis-Philippe II, évidemment, représente un avenir plus certain parce qu'il a des enfants, il y a toute une famille d'Orléans qui est pléthorique, etc. Alors, les royalistes mettent du temps à se mettre d'accord parce que qui va monter sur le trône? Est-ce que c'est le comte de Chambord ou est-ce que c'est Louis-Philippe II, le comte de Paris? Et finalement, on trouve un accord dynastique seulement. L'accord politique, ça c'est autre chose, c'est de là qu'est venu l'échec. Un accord dynastique, on se dit, bon, eh bien, le comte de Paris reconnaît au comte de Chambord son droit d'aînesse, si on peut dire, et donc le droit de venir sur le trône de France, et après lui, après sa mort, eh bien, il lui succédera. Et à ce moment-là, on est vraiment vers 1873, on est mais au bord d'une restauration. On a déjà commencé à construire les carrosses du Sacre. Si vous visitez le musée de Chambord, par exemple, vous le trouverez, etc. Bref, tout le monde se prépare en fait au retour de la monarchie en France. Et puis, c'est ça qu'il faut souligner, Yves-Marie. Il faut souligner que en 1800, à la chute de Bonaparte, enfin de Napoléon III, à la chute. Oui. En présence après l'invasion allemande, la présence des troupes allemandes, la proclamation de l'Empire allemand à Versailles, on s'attend en France, tout le monde est convaincu, puisqu'il y a une majorité très large de royalistes, tout le monde est convaincu qu'on va clore l'épisode Seconde République de 1848-1852, Second Empire du 152, tout le monde se dit c'est une parenthèse dans l'histoire, on revient à la monarchie. C'est comme ça que c'est conçu. Voilà, c'est ça. Et le coup de tonnerre déclenché par le comte de Chambord, en fait, ouvre une perspective historique beaucoup plus lucide sur ce que vous venez de dire. Parce que lui, il déclare refuser le drapeau tricolore. Il est très attaché au symbole et il dit je ne veux pas être le roi couronné de la Révolution. Le drapeau tricolore, c'est le drapeau de la Révolution française et je tiens absolument à pouvoir brandir le drapeau d'Henri IV, puisque je suis Henri V. Alors il dit c'est le drapeau d'Henri IV, à savoir blanc semé de fleurs de lys d'or. Or, les d'Orléans, eux, du temps de Louis-Philippe, par exemple, Louis-Philippe qui, bon gré mal gré, mais enfin ça on y reviendra la prochaine fois, avait accepté le drapeau tricolore, d'ailleurs sous les plis duquel il avait combattu à Valmy, y compris dans les armées de la République, d'abord à Gimaps, bon, on va pas parler de Louis-Philippe tout de suite, et donc eux tiennent absolument au drapeau tricolore, et aussi, bien sûr, les bonapartistes et les républicains. Donc tout le monde tient au drapeau tricolore, sauf le comte de Chambord, qui probablement a pas très bien évalué cette situation-là, en pensant qu'il y aurait une large majorité favorable au drapeau traditionnel de la France. Et donc on achoppe sur cette question-là. On arrive le drapeau d'Henri IV, on le redit, c'est le drapeau blanc. Blanc, semé de fleurs de lys d'or, ou avec 3 fleurs de lys d'or, peu importe.
Et donc, c'est le drapeau de la France traditionnelle. Or, à l'époque, le drapeau tricolore, on considère que, d'abord, c'est le drapeau de la Révolution, et donc il y a des gens qui y tiennent beaucoup. C'est aussi le drapeau de l'Empire, il y a d'autres gens qui y tiennent beaucoup. Et sous l'Empire, c'est un drapeau qui a souvent triomphé sur les champs de bataille. Alors ça, c'est une espèce d'illusion historique, parce que ce drapeau tricolore n'a gagné qu'une seule guerre dans son histoire jusqu'à nos jours, qui est la Grande Guerre, celle de 14, et encore, on l'a gagné avec l'aide du monde entier contre l'Allemagne, mais enfin c'est avant tout un drapeau, on va se faire élargir le cercle de nos ennemis aujourd'hui, mais c'est avant tout un drapeau de loser quand même, que je sache. Le drapeau qui précédait a remporté bien plus de batailles et bien plus de guerres dans l'histoire que ce drapeau tricolore qui n'a fait que perdre toutes les guerres, encore une fois, sauf la guerre de 14. La grande armée de Bonaparte a quand même remporté quelques victoires. Oui, mais je parle de la fin, l'issue, c'est-à-dire la guerre. L'important, c'est pas de remporter des victoires, c'est de remporter la guerre. Donc, on a aujourd'hui des boulevards des maréchaux qui sont tous des gens qui ont perdu la guerre, mais vous aurez du mal à trouver un boulevard Villars, par exemple, le maréchal de Villars, qui lui gagne les guerres, à la différence des maréchaux de Napoléon. Mais on trouve aussi peu, je vais vous taquiner, mais c'est le jeu d'opposition. Vous voyez qu'on est dans la querelle du drapeau, là. Exactement, qui est très importante, mais on trouve aussi peu de boulevards à Paris dédiés aux officiers qui ont perdu de nombreuses guerres sous le drapeau blanc. Il y a quand même, c'est pas un Belge un Liégeois que vous allez rappeler, les nombreuses défaites humiliantes de l'armée française, par exemple à la bataille des Éperons d'Or ou à la bataille de Crécy, sont quand même des humiliantes défaites françaises face à des armées moins nombreuses. Mais là encore, la bataille de Crécy, c'est dans la très longue guerre de 100 ans qui a duré 116 ans et que finalement la France a gagné, etc. Donc, non, je veux dire, sur l'ensemble de nos siècles, et ils sont nombreux, il y a 15 siècles d'histoire de France, ce drapeau royal a quand même, s'est couvert de bien plus de gloire que le drapeau tricolore. Je suis désolé d'embêter beaucoup de gens quand je dis ça, mais le drapeau tricolore, c'est un drapeau, encore une fois, qui est spécialisé dans la perte des guerres. Une seule guerre a été remportée par lui, enfin sous son pli, c'est la Grande Guerre. Bon, alors en tout cas, ce n'est pas pour cette raison-là que Chambord refuse le drapeau tricolore. Il croit en la force des symboles. Et il dit, si vous m'imposez ce drapeau-là, ça veut dire que vous m'imposez un régime politique qui est en fait du TOC, qui est en fait une monarchie imprégnée ou infectée par les idées révolutionnaires. Et moi, je veux restaurer une monarchie traditionnelle, une véritable monarchie. Et le grand malentendu de cette époque, c'est que quand on a fait la Restauration, quelqu'un comme Louis de Bonald, encore lui, l'avait extrêmement bien analysé. On a voulu imiter l'exemple britannique, par exemple, avec une chambre des pairs qui imitait la chambre des lords, etc., une monarchie parlementaire. Mais les deux sociétés étaient très différentes d'un point de vue politico-sociologique. L'Angleterre, c'est une aristocratie décorée par un roi, mais c'est avant tout un régime aristocratique. Ça faisait longtemps, quand on a réinstauré, on peut dire, une monarchie en 1815, que la société française avait changé, que l'élite française n'avait pas du tout le même pouvoir, la même puissance que l'aristocratie britannique. Et donc, on ne pouvait pas instaurer une aristocratie française parce que depuis au moins Louis XIV, disons, cette aristocratie française avait été encadrée, brisée, enfin, à cause des suites de la Fronde, etc. Donc, on a voulu s'inspirer, comme Montesquieu l'avait réclamé, s'inspirer d'un modèle britannique, alors que nos deux sociétés politiquement étaient trop différentes. Donc, lui, Chambord, il dit, moi, je veux restaurer la monarchie française. Et évidemment, il se produit ce que Louis XVI, encore lui, avait prédit il y a déjà longtemps, à l'époque de la Révolution. Il avait dit, je crois que tant que les Français s'agiteront devant ce remuement des chimères que l'on remue devant leurs yeux, eh bien, nous n'arriverons pas
à trouver la paix, l'équilibre, etc. Et c'est ce qui s'est produit. Songez quand même que de Louis XVI à Chambord, on a quand même eu la chute de la monarchie traditionnelle, la monarchie constitutionnelle, bon, qui ne pouvait pas marcher, la première république, enfin, la convention, le directoire, le consulat, l'empire, la restauration et la monarchie de Juillet, la deuxième république et le second empire. En très peu de temps, en définitive, en même pas 100 ans, en moins que ça, en 80 ans. Donc, Chambord dit, je pense qu'il pressent que s'il devait accepter la mission qu'on lui confiait, en fait, il se serait fait renverser parce que les esprits restaient révolutionnaires. Alors, il y a une autre analyse qui est extrêmement brillante de Daniel Halévy, qui est une très grande intelligence, comme on le sait, et qui, lui, au contraire, reprochait à Chambord d'avoir refusé le drapeau tricolore. Lui, il disait, Chambord, en faisant ça, n'a pas été un vrai capétien, parce qu'il n'a pas été suffisamment réaliste pour s'adapter aux circonstances. Et à cause du refus du drapeau tricolore par Chambord, la monarchie française, c'est très joli ça, son image, que je ne partage pas forcément, mais que j'apprécie tout de même, parce que c'est intelligent, la monarchie française est entrée dans l'univers des légendes et des mythes. Et donc, elle n'est plus sur Terre, quoi. Donc, il y a ces deux interprétations du refus du comte de Chambord, du refus du drapeau tricolore. Il y a cette interprétation de Daniel Halévy, disant ça manque de réalisme, etc. Ça projette la monarchie dans les mythes. Et puis, il y a celle que je vous propose qui consiste à penser que Chambord, finalement, ne souhaitait pas faire comment dirais-je, du plaqué royal comme on fait du plaqué or, vous voyez, ce genre de choses. Alors la suite, évidemment, de cette querelle, c'est que les royalistes, se montrant incapables de restaurer une monarchie, vont se discréditer. Alors pour gagner du temps, ils instaurent le septennat, il est né comme ça. On a décidé que le maréchal de MacMahon, qui était dans des sentiments monarchistes, serait président pour 7 ans. On est en quelle année, là, le lancement Là, on est de en cette 1860. On est en 73. Et on se dit, pourquoi 7 ans? Parce que le comte de Chambord va mourir. Et à ce moment-là, le comte de Paris pourra monter sur le trône. Sauf que le comte de Chambord n'est mort qu'en 83. Et dans l'intervalle, dès 1876 et 17, la gauche reprend de l'avantage, ce qui est normal, puisque c'est un régime qui a été taillé aux mesures de la gauche. Il est tout à fait normal que ce soit un régime de gauche. La démocratie, la République, tout ça, ce genre de république, c'est un régime de gauche, bien sûr. Et donc, la gauche récupère ses billes, et quand meurt le comte de Chambord en 1883, les royalistes sont d'abord discrédités pour avoir pas su s'entendre en 73, et de toute façon, ils ont perdu largement la majorité au Parlement. Et c'est comme ça que, eh bien, ce régime, disons, transitoire, finit par se reconnaître avec l'amendement Wallon, se reconnaître une république, puisque Wallon, qui est un député, ne demande simplement qu'à ce qu'on parle d'un président de la République. Donc ça veut dire que nous sommes en République, ce qui est tout à fait conforme à l'analyse politique de Machiavel, qui disait « tout État qui n'a pas à sa tête une dynastie, c'est une république, peu importe son régime, qu'il soit totalitaire, dictatorial, démocratique, aristocratique comme à Venise, tout ce que vous voulez, c'est une république s'il n'y a pas de dynastie à sa tête. » Et effectivement, la France est reconnue républicaine avec cet amendement Wallon, et l'occasion ne s'est jamais représentée. Il faut le redire, parce que là aussi, de temps en temps, je lis des commentaires hallucinants sur la constitution de la Troisième République. Il faut redire que la Troisième République, enfin, la France est trouvée, comme vous venez très bien de le dire, Yves-Marie, en République pratiquement par accident, non pas après la rédaction d'une constitution adoptée par un référendum, mais à l'occasion d'un amendement qui a été adopté à une très faible majorité, d'ailleurs, par l'Assemblée nationale de l'époque. À une voix de majorité. Comme la mort de Louis XVI, à une voix de majorité. Et donc la Troisième République, en réalité, la Troisième République n'a jamais connu de constitution. C'est un régime accidentel d'une certaine façon.
Mais est-ce C'est que un régime aujourd'hui, accidentel. Ouais. oui. Est-ce que aujourd'hui, parmi les légitimistes, il y a, puisque vous-même vous êtes légitimiste, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent le retour au drapeau blanc et qui se disent, mais si la France redevenait une monarchie, ce serait sans le drapeau bleu, blanc, rouge? Est-ce que c'est un mouvement, un courant de pensée qui existe encore? Non, je ne crois pas. Alors d'abord, je voudrais rectifier quelque chose. Moi, ça fait longtemps que je suis transcourant, et effectivement, ce parti que j'avais fondé en 2001 et que j'ai présidé jusqu'en 2008, vous voyez, j'ai observé le septennat, là encore, c'était un parti transcourant. Je pense qu'on est malheureusement loin de pouvoir se réveiller en transpirant au cœur de la nuit, en se demandant qui on va conduire à Reims le lendemain matin. Donc, on n'en est vraiment pas là. Personnellement, mais c'est théorique, personnellement, moi, je ne suis pas du tout attaché au drapeau tricolore, mais je pense que c'est certainement une minorité de royalistes aujourd'hui qui refuserait à tout prix le drapeau tricolore. En plus de ça, comme il y a eu la fusion ensuite entre, disons, les légitimistes et les orléanistes, parce que le néo-légitimisme dont vous parlez, c'est extrêmement tardif. C'est après l'échec du comte de Paris, on pourrait parler de ça si vous voulez, tout à coup, on a souhaité construire des châteaux en Espagne, et donc on est allé chercher un prince espagnol qui était d'ailleurs assez charismatique, s'appelait Alphonse, pour remplacer le comte de Paris, disons le grand-père de l'actuel, hein, celui qui a connu de Gaulle, etc. Donc c'est vraiment un néo-légitimisme. Vous savez, quand le comte de Chambord est mort, le Bourbon d'Espagne n'était pas à son enterrement. Il s'appelait Juan de Montinson. Bon, c'est vraiment, il y avait pas quasiment pas de revendication à ce moment-là. Et encore pour répondre à votre question sur le drapeau, non, je crois que cette affaire ne fait plus enfin n'oppose plus vraiment de problème. Ça en pose à moi, mais non, je crois pas. La majorité des royalistes acceptent tout à fait ce drapeau tricolore. Bon, et puis on honore tous ceux qui sont tombés sur des champs de bataille, dans des guerres perdues, là encore, mais enfin, en tout cas, on les honore avec ce drapeau tricolore. C'est un peu comme quand vous allez en Russie, bien sûr que ceux qui se sont battus à Stalingrad, ils se battaient sous les plis du drapeau rouge et ils l'honorent à cause de ça. Ça ne les empêche pas, en revanche, eux, les Russes, d'avoir retrouvé leur drapeau traditionnel. Sur le fond, et pour bien remettre les idées en place, vous l'avez dit, mais c'est peut-être bien de le redire, cette querelle du drapeau blanc, drapeau bleu, blanc, rouge, elle n'était pas que symbolique, elle cachait aussi deux conceptions très différentes du rapport du roi au peuple et à Dieu. À Dieu, oui, parce que Louis-Philippe n'est pas sacré. Il y a quand même une croix sur sa couronne, mais il n'y a plus les fleurs de lys, les emblèmes. Mais là, si vous voulez, on en reparlera quand on parlera de Louis-Philippe. Je pense, et encore une fois, c'est pas lui qui veut ça, c'est vraiment la Révolution de 1830 qui la lui impose. Donc c'est vrai qu'il y a une monarchie qui se veut très chrétienne avec Henri V, mais alors c'est là que Daniel Halévy a pas complètement tort, c'est-à-dire qu'on finit par transformer cela en mythe parce que en réalité la majorité, l'immense majorité des monarchistes à la mort du comte de Chambord se rallient, éventuellement de mauvaise grâce, mais se rallient au comte de Paris, qui d'ailleurs change de nom à ce moment-là, qui décide de ne plus se faire appeler Louis-Philippe II, mais Philippe VII, ce qui est une manière pour lui de s'inscrire dans la continuité royale, ce qui est d'ailleurs ce qu'avait voulu son grand-père Louis-Philippe, qui n'avait pas réussi à se faire appeler, qui n'avait pas admis, enfin, qui n'avait pas obtenu de se faire appeler Philippe VII. Et cette branche-là, elle va hériter en fait des principes du comte de Chambord. D'ailleurs, dans la pensée monarchiste à ce moment-là, il y a toutes les pensées du comte de Chambord, qui est un théoricien, qui est très inspiré de Louis de Bonald. C'est lui qui a mis sur les rails toute cette doctrine sociale qu'adoptera l'Église ensuite, après lui, avec sa lettre aux ouvriers qui date du Second Empire, où il réclame que le capitalisme
quand même tiennent compte de la misère, etc. Ce sont d'ailleurs des auteurs, Montalembert, par exemple, c'est un député royaliste qui, dès 1841, réclame que l'on légifère sur le travail des enfants, parce qu'on envoyait les enfants dans les mines de façon cruelle, etc. Donc, il y a une pensée monarchiste catholique qui a été effectivement très inspirée par Montalembert, par Albert Domin, par des gens comme ça, mais aussi par le comte de Chambord, et que va récupérer tout à fait la branche d'Orléans, qui se considère comme famille de France à ce moment-là. Enfin, on voit d'ailleurs l'actuel comte de Paris, le jeune, qui s'appelle Jean, enfin le jeune, par rapport à moi peut-être, le Jean, qui s'est un jour a organisé une cérémonie où il s'est mis à genoux, il a demandé pardon pour le fameux régicide de Philippe Égalité. Louis-Philippe était quand même le fils de Philippe Égalité. Hein. Ça n'arrangeait pas les choses, hein, tout ça, aux yeux des légitimistes. Voilà. Mais je pense qu'on peut pas dire que la pensée ait énormément changé. À la limite, non, justement, la fusion dynastique, disons, a conduit à une adoption des principes monarchiques. Alors, pas ceux du comte de Chambord, parce que, enfin, sauf chez Maurras, qui se déclarait anti-parlementaire, mais sinon, non, l'idée d'un retour à la monarchie traditionnelle, ça, c'est pas pour demain. Bon, ce que je vous propose, Yves-Marie, c'est qu'on évoque précisément l'épisode orléaniste avec la personnalité de Louis-Philippe, et puis à la fois d'un point de vue historique, comment il est arrivé sur le trône, comment il en est parti, et puis ce que ça recouvrait comme pratique institutionnelle, constitutionnelle par rapport à la monarchie qu'on avait pu connaître jusque Louis XVI et qu'on a connu à un moment donné au moment de la Restauration. On se retrouve la semaine prochaine. D'accord, à la semaine prochaine, Eric. Merci beaucoup.